Bonjour à tous, rebonjour à tous. Nous sommes donc vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous voir aussi nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. En tous les cas, cela confirme quelque chose pour nous, ce qu'il y avait vraiment besoin de ce webinaire pour l'ensemble des acteurs pour mieux comprendre les différents aspects de la REP-PMCB. C'est quelque chose que nous avons senti avec toutes les questions qui nous sont remontées régulièrement par nos commerciaux, nos opérationnels, de la part de nos clients, nos entreprises du bâtiment. Et c'est pour cette raison qu'on s'est lancé dans ce nouvel exercice pour nous qui est l'organisation d'un webinaire que aujourd'hui, l'essentiel des événements, c'est vrai, autour de la REP-PMCB, s'adresse beaucoup aux metteurs en marché, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal, du fait de la phase dans laquelle se trouvent aujourd'hui les éco-organismes en phase de recrutement de metteurs en marché, d'installation de la filière. Il n'en est pas moins que tous les autres acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment et en demande d'information et en demande de compréhension pour anticiper le changement. Il y a un autre sujet aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des points d'apport, du maillage, de comment adresser les artisans. On sait pourtant que 80% des déchets du secteur du bâtiment font l'objet d'enlèvements sur chantier. Donc, c'est un sujet qui est supposé être couvert par les éco-organismes et par cette filière dans un second temps. Mais les entreprises commencent quand même à se poser des questions dès aujourd'hui. Et donc, ce webinaire est là pour répondre à l'ensemble de ces questions, avec la participation notamment, et on les remercie chaleureusement d'avoir accepté de se joindre et de mener cet exercice avec nous. Donc Bertrand Hannedouche, Bertrand Hannedouche de la Fédération française du bâtiment, qui est chef de service à la direction des affaires techniques, qui va nous faire une présentation assez détaillée et complète du volet réglementaire de la filière PMCB. Ensuite, pour illustrer par un cas concret, on a donc Valobat avec Marie-Armelle Olivier, direction des opérations, qui va nous présenter comment cette reprise sur chantier va être adressée par Valobat. Voilà. Et pour finir, Arnaud Rongier, donc directeur d'Endless, va quant à lui illustrer par des cas concrets la façon avec laquelle les gestionnaires de déchets seront apporteurs de solutions dans le cadre de cette REP. Avant de passer donc la parole à notre premier intervenant, Bertrand, je rappelle rapidement quelques règles simples. Les micros sont coupés pour l'ensemble des participants. On va essayer de les remettre occasionnellement pour la partie questions-réponses. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on va les relayer aussi. Et un webinaire a un début, une fin, et on espère que vos questions seront tellement nombreuses qu'on ne pourra pas répondre à toutes. Et du coup, on vous promet qu'on reviendra vers vous avec un document complémentaire et convenu avec les intervenants pour répondre aux questions qui n'auront pas été traitées pendant ce webinaire. Je passe du coup la parole à Bertrand pour la première intervention. Bien, donc bonjour à tout le monde. Je vais effectivement essayer de tenter l'exercice de brosser un petit peu le tableau d'un dispositif qui a été initié il y a maintenant pas mal de temps, puisque ça a démarré première discussion fin 2018 pour un sujet qui est assez complexe et qui effectivement se positionne dans un contexte assez particulier depuis plusieurs années, sachant qu'il faut quand même préciser en amont que la gestion des déchets, puisque c'est de cela que c'est ce dont il s'agit, en bout de chaîne. C'est pas un sujet nouveau pour les entreprises de travaux. C'est même une des premières préoccupations si on rentre dans le champ environnemental. Malgré cela, on s'aperçoit que il y a des filières qui ont du mal à démarrer, il y a des déchets qui ont du mal à être collectés, massifiés, qu'il y a des dépôts sauvages. On a été souvent, en tous les cas, le secteur du bâtiment a été souvent la cible, notamment de la presse, pour mettre le doigt sur des dépôts sauvages à l'encontre du secteur du bâtiment. Il y a même eu des épisodes un peu plus douloureux, notamment, je pense, au maire de Signes, une ville de la région PACA, qui malheureusement est décédé dans le cadre d'une intervention auprès de personnes malveillantes.
Donc, tout ça ne nous a pas aidé d'un point de vue du contexte qui s'alimentait aussi de la hausse de la TGAP, la taxe pour les activités polluantes, la diminution de la mise en décharge aussi. Voilà. Donc, tout cela nous a amené à engager des discussions fin 2018 pour voir de quelle manière on avait la possibilité de renforcer, d'améliorer la collecte et la valorisation des déchets du bâtiment qui, pour le rappeler, couvre à peu près 46 millions de tonnes de déchets. Déchets des ménages, on doit être à un peu plus de 30 millions de tonnes de déchets par an, donc ça vous situe bien le périmètre. 46 millions de tonnes, il faut préciser, c'est bien les déchets du bâtiment et pas les déchets du bâtiment et des travaux publics. Hein. Et sachant que là aussi, pour le rappeler, peut-être qu'on aura l'occasion de le redire au cours de l'intervention, la REP PMCB, donc pour produits et matériaux de construction du bâtiment, vise bien le secteur du bâtiment. C'est-à-dire que tous les déchets à terme qui sont issus notamment des chantiers de travaux publics ne sont pas dans le périmètre. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc tout ce contexte nous a amené finalement assez vite en 2020 avec la publication d'une loi qui avait la loi dite AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, et qui du coup s'est focalisée sur le bâtiment avec plusieurs objectifs: le développement du recyclage et la valorisation des déchets pour le premier, et pour le second, donc la lutte des dépôts sauvages, en lien avec le contexte que j'évoquais précédemment. Et du coup, ça nous a amené très vite à s'intégrer à des dispositifs connus, puisque ce n'est pas nouveau, que sont les dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour déployer l'acronyme REP, REP bâtiment ou REP PMCB. Voilà. Et du coup, on s'est engagé dans ce dispositif qui, pour le rappeler, pour le secteur, est assez complexe à mettre en place. Et on s'en aperçoit, puisque normalement, la mise en place était prévue pour, si je ne dis pas de bêtises, le 1er janvier 2022, a été reportée d'1 an. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une notion, là aussi, qu'on abordera assez souvent, qui est la notion de progressivité, puisque c'est compliqué de par la diversité des acteurs, mais aussi la diversité des produits et des méthodes de construction qui rentrent sur un chantier. Donc, tout ça nous amène à travailler depuis au moins 2 ans pour mettre en place ce dispositif pour qu'il soit le plus efficace, le plus compréhensible par l'ensemble des acteurs également. Et pour préciser, il y a bon nombre de réponses qu'on va pouvoir apporter, je l'espère, aux questions qui seront posées. Au-delà de ça, il y a probablement des questions pour lesquelles nous n'aurons pas encore aujourd'hui la réponse ou la totalité de la réponse, puisque c'est un dispositif qui continue à se mettre en place et qui continuera progressivement à se mettre en place au moins sur l'année 2023. Voilà. Sur le plan réglementaire, on a aujourd'hui 2 textes réglementaires qui régissent le dispositif, un décret, un arrêté. Et puis, on a également un document un petit peu complémentaire, alors, qui n'a pas de valeur juridique, mais qui vient apporter des précisions, qui est tout simplement un avis qu'on appelle l'avis au producteur, et qui, du coup, apporte des précisions sur les produits et matériaux de construction, notamment qui rentrent dans le périmètre de la REP PMCB. Pour ce qui est du décret, le décret, globalement, brosse le tableau général du dispositif. Alors, je mets une petite parenthèse parce que finalement, on voit qu'il est assez… en gros, il fixe les grands principes et ensuite, c'est à la main des acteurs plutôt, qui ont, on va dire, une marge de manœuvre assez importante pour pouvoir apporter des précisions sur le plan un peu plus opérationnel. Quand bien même, ce décret précise plusieurs choses, notamment les produits et les matériaux de construction qui sont dans le champ de la REP PMCB. Et du coup, le décret a séparé 2 grandes catégories, 2 grandes familles, à la fois les produits que l'on qualifie d'inertes, donc des matériaux comme la brique, le parpaing, la pierre, voilà, la céramique, voilà, donc des produits que l'on qualifie d'inertes et qui sont mis sur le marché, et les autres produits et méthodes de construction
qui constituent la deuxième catégorie et qui sont constitués par des isolants, du plâtre, des membranes bitumineuses, et puis pourquoi pas les biosourcés également, qui font aujourd'hui partie du secteur du bâtiment. Au-delà de ces deux grandes catégories de produits et matériaux de construction qui rentrent dans le périmètre, le décret a précisé ce qu'était le producteur. Alors, cette notion de producteur, on va y revenir un petit peu plus tard, mais elle est très importante, puisque en deux mots, qui dit REP, responsabilité élargie du producteur, en deux mots, en fait, c'est un petit peu le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que les fabricants, là c'est pareil, hein, c'est un peu un résumé, les fabricants de produits qui mettent sur le marché une plaque de plâtre, un isolant, eh bien on les rend responsables de ce produit arrivé en fin de vie. Et c'est un peu cette notion de responsabilité qui donne le cadre général de ce dispositif qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Principe pollueur-payeur, en gros. Voilà. Et du coup, le décret a donné une définition réglementaire précise de celui qui est soumis à T0 par cette REP. Ensuite, il a donné aussi une notion du maillage territorial. Ça, c'est un point fondamental, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif était d'améliorer la valorisation, notamment des déchets, une fois collectés. Et pour collecter ces déchets, forcément, il faut des points de collecte qu'on appelle points du maillage, points de reprise. Mais là aussi, on sera peut-être amené à apporter quelques précisions et spécificités sur la terminologie. Mais retenez que pour les zones urbaines, eh bien, on doit trouver un point de maillage dans un rayon de 10 km au maximum entre le lieu de production et l'exutoire. Et dans les zones rurales, eh bien, on étend ces 10 km à 20 km. C'est en gros, on va dire, la zone de chalandise acceptable pour une entreprise ou un artisan qui a un chantier. Et on sait aujourd'hui qu'il est assez compliqué de faire plus de 20 km pour aller trouver une déchetterie professionnelle, une déchetterie publique ou un centre de tri ou un centre de collecte, en tous les cas, d'une manière générale. Donc, le décret a fixé ce maillage territorial. Et ensuite, c'est important, il a également fixé un cadre sur les conditions de reprise dites sans frais. Et on le verra parce que tout simplement, la reprise sans frais des déchets, alors triés, ça aussi, cette notion de déchetterie est importante, elle est reprise sans frais dans la mesure où elle va être payée en amont au moment où on va aller acheter ces produits neufs. C'est-à-dire quand on va payer ou acheter ces produits neufs, on va payer ce qu'on appelle une éco-contribution. J'anticipe un petit peu sur la suite, ce n'est pas très grave. Cette éco-contribution que l'on paye sur le produit neuf va servir à financer la reprise de ces déchets arrivés en fin de vie sur les chantiers. Cette notion de déchetterie, on y reviendra un petit peu plus tard. Elle précise également la prise en charge de la collecte, c'est-à-dire du transport. C'est-à-dire quand on dit reprise sans frais, c'est à la fois la collecte et le traitement. On verra qu'il y a une particularité. Et puis également, aussi une condition particulière, c'est que si jamais le maillage de proximité n'était pas au rendez-vous, eh bien le transport pourrait aller jusqu'à une prise en charge à 100%. Donc ça, c'est globalement les grandes lignes de ce que fixe le décret. Pour ce qui est de l'arrêté, alors c'est un arrêté qui est plutôt dédié à ce qu'on appelle les éco-organismes, c'est-à-dire en gros les structures qui vont être missionnées pour organiser les filières de reprise. Et donc, ce cahier des charges a apporté un cadre général au fonctionnement des éco-organismes. Mais j'imagine que là aussi, Valobat pourra en dire un petit peu plus sur ce cahier des charges. Pour rappeler le principe général de la REP. Le point de départ, c'est donc le producteur, celui qui va mettre sur le marché un produit.
comme je le disais, la nouveauté, c'est que sur ce produit, on va augmenter le prix classique du produit d'un montant X euros qu'on appelle éco-contribution. Et cette éco-contribution, elle est bien spécifique, c'est-à-dire que le montant n'est pas aléatoire, il est fixé en amont. Il est d'ailleurs connu et les barèmes sont totalement publics. Et cette éco-contribution va servir à alimenter un fonds, ce fonds étant géré par ce qu'on appelle un éco-organisme. Et on verra que pour la filière bâtiment, il y a 4 éco-organismes qui se sont positionnés, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et en fait, ce fonds va servir à financer un certain nombre d'actions, et notamment à financer le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets qui seront collectés sur les chantiers. Au-delà de ça, ce fonds va servir également à d'autres aspects, en tous les cas pour le bâtiment, mais on peut citer par exemple la communication, c'est-à-dire informer les différents acteurs du dispositif, probablement un peu de R&D, mais là je parle aussi sous réserve de l'intervention de Valobat, probablement aussi la résorption des dépôts sauvages. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont financées par ce fonds généré par ces éco-contributions au moment où on vend un produit et un matériau de construction. Et donc, ces éco-contributions, à un moment ou à un autre, vont être reversées à des opérateurs du déchet qui seront financés par les éco-organismes pour reprendre gratuitement, donc sans frais, les déchets qui seront générés par ce qu'on appelle les utilisateurs, c'est-à-dire principalement, en tous les cas, les entreprises de travaux, dès lors qu'elles auront trié, conformément donc aux attentes des éco-organismes, leurs déchets. Je le dis maintenant, pour les entreprises, il y a un changement qui peut être fondamental ou pas, il y a des discussions qui sont encore en cours, mais sur les modalités et l'organisation des chantiers, le tri peut être ramené d'ici, c'est-à-dire dans les prochains mois, prochaines années, potentiellement à évoluer si vous souhaitez justement bénéficier de cette reprise gratuite. Donc ça, c'est un point qui est assez fondamental. Alors juste pour rappeler là aussi que ce n'est pas un sujet nouveau, y compris pour le secteur du bâtiment, puisqu'on connaît depuis maintenant pas mal de temps un certain nombre de REP qui sont déjà appliqués à certains produits ou matériaux de construction. En l'occurrence, peut-être la plus ancienne, c'est les D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, que l'on connaît assez bien et qui est exactement basé sur le même principe. On a également les déchets diffus spécifiques. Alors, un peu plus récemment pour les professionnels, qui a démarré en 2021, donc qui concerne plutôt les produits de type vernis, colle en petite quantité, donc qui peuvent être collectés par un éco-organisme qui s'appelle EcoDDS. Et puis, un autre également que l'on connaît pour peut-être les agenceurs, qui est la REP DEA, déchets d'éléments d'ameublement, et là aussi qui fonctionne avec 2 éco-organismes que l'on connaît, que sont Ecomaison, anciennement Ecomobilier, et Valdelia, qui sont positionnés sur cette REP. Et donc, tous ces produits méthodes de construction qui sont déjà avisés par une REP, on les met de côté, et tous les autres rentrent dans l'une des 2 grandes familles que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été fixées par le décret, et vont être couvertes par la future REP PMCB, produits et méthodes de construction, qui officiellement a démarré au 1er janvier 2023. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on continue pour aller sur les déchets. Donc les déchets sont forcément les déchets issus des produits et des matériaux de construction qu'on va mettre en œuvre sur nos chantiers.
Et quand on parle de nos chantiers, c'est à la fois le bâtiment, mais c'est également la parcelle sur laquelle se situe le bâtiment. Et ça, c'est une notion qu'il est important d'intégrer, puisque si je prends l'exemple sous couvert de Valobat, si je prends l'exemple de la piscine, une piscine qui serait réalisée sur un chantier de construction neuve, les éléments de construction de la piscine, dès lors qu'elles sont couvertes par la REP PMCB, pourraient faire l'objet d'une reprise sans frais si on était amené dans, je sais pas, 20 ans, 30 ans, à déconstruire cette piscine. Eh bien, les déchets pourraient rentrer sous le coup de la reprise sans frais, étant situés sur la parcelle du bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur uniquement la maison, mais on est bien sur la maison plus les éléments de construction situés sur la parcelle. Les déchets qui sont couverts, globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà de ceux qui sont déjà couverts par une REP, seront les déchets qui sont des déchets inertes, tout ce qui est bois, métal, plastique, plâtre, menuiserie, laine minérale, les produits chimiques, sauf ceux qui sont déjà couverts par la REP DDS, déchets diffus spécifiques, et puis tous les autres déchets, membranes, bitumineuses, les textiles, les biosourcés. Cas particulier de l'amiante, peut-être qu'on l'abordera s'il y a une question spécifique sur le sujet. Quelques produits qui sont exclus, peut-être à noter les terres excavées, les emballages, qui feront l'objet d'ailleurs d'une REP spécifique pour les emballages professionnels en 2025. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, à bien noter que les déchets issus des travaux publics ne sont pas visés par la REP PMCB. Pour ce qui est des acteurs, je pense qu'il faut retenir deux grands acteurs, les producteurs dont on parlait tout à l'heure, qui du coup, en tant que personne mettant sur le marché des produits matériels de construction, étant donc soumis à la responsabilité large du producteur, devant donc intégrer une éco-contribution sur les produits qu'ils mettent en vente et devant reverser ces éco-contributions à un éco-organisme agréé, eh bien, vont adhérer à l'un des éco-organismes positionnés. Et une fois adhérents à un éco-organisme, eh bien, ils feront remonter l'éco-contribution pour alimenter le fonds dont je parlais en début d'intervention. Et donc, de l'autre côté, on a les utilisateurs de la REP. Et donc, ce sont principalement ceux qui bénéficieront donc des services, des différents services proposés par les éco-organismes, dont la collecte et le traitement des déchets de chantier, avec une reprise qui pourra se faire de différentes manières, sur les chantiers directement, sur des points d'apport volontaires, parce qu'on a pas mal d'entreprises qui aujourd'hui vont déposer dans des déchetteries professionnelles. Donc, quand elles iront déposer dans des déchetteries professionnelles, voire publiques, eh bien, parfois aujourd'hui, elles payent, demain, potentiellement, elles ne paieront plus, ou elles paieront moins. Et puis, on a une autre possibilité aussi qui est importante, c'est-à-dire pour les entreprises qui auraient des entrepôts ou même le site même de l'entreprise, si elles ont un petit peu de place, elles auraient potentiellement la possibilité d'y installer des bennes pour y faire le tri et du coup faire appel à un éco-organisme pour venir collecter directement sur le site de l'entreprise. Alors, moyennant, j'imagine, et ça c'est en cours de discussion aussi, un certain nombre de conditions, probablement des conditions de volume, peut-être mensuel, voire annuel, je ne sais pas. Alors, qui est producteur? Au sens de la REP, on a des cas assez simples qui sont les entreprises qui fabriquent au sens propre du terme, c'est-à-dire qui fabriquent des produits et matériaux de construction et qui les vendent sur le marché national. Donc ça, c'est assez simple. Je suis fabricant d'une plaque de plâtre, je vends mes plaques de plâtre. Je suis donc considéré comme producteur et je dois donc adhérer à un éco-organisme. Si j'importe des produits sur le marché français, tous les importateurs de produits sur le marché national sont considérés comme producteurs.
C'est vrai quand j'importe d'un pays de la communauté européenne, c'est également vrai quand j'importe hors Union européenne. Et on a également les distributeurs qui commercialisent des produits sous leur propre nom ou sur leur propre marque. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Les distributeurs peuvent être, dans certains cas, considérés comme producteurs. Pour les entreprises de travaux, ça, c'est un sujet qui est un peu compliqué. En tous les cas, pour ce qui est de la Fédération française du bâtiment et pour ce qui est de la lecture du décret, on a des entreprises aujourd'hui qui fabriquent et qui posent des produits. Du coup, ça nous a amené à une position qui se traduit en 4 lignes. Pour les entreprises qui font de la pose, et uniquement de la pose, et qui achètent leurs produits auprès de distributeurs ou auprès de fabricants, eh bien, ces entreprises donc, ne sont pas du tout considérées comme producteurs. Ça, c'est le cas assez simple. J'achète une plaque de plâtre, je mets en œuvre ma plaque de plâtre, je vais payer l'éco-contribution sur la plaque de plâtre auprès de mon distributeur ou de mon fabricant de plaques de plâtre. Et je n'ai donc aucune obligation d'adhérer à un éco-organisme et je peux complètement bénéficier de la reprise gratuite. Il faut que ce soit clair là aussi dans la tête des artisans ou des entreprises qui nous écoutent. Pour bénéficier de la reprise gratuite, il n'y a aucune obligation d'adhésion à un éco-organisme. Je tiens à le préciser parce que souvent, la confusion est faite. Deuxième cas, je suis une entreprise de travaux qui fabrique des ouvrages et qui les met en œuvre sur son chantier. Dans ce cas-là, je ne suis pas non plus considéré comme producteur au sens de la définition du décret. Ça, c'est aussi une notion qui est importante à retenir. Par contre, je suis une entreprise de travaux, et ça arrive, qui fabrique, mais par contre, qui vont vendre ces produits ou ces ouvrages à des collègues, parce qu'il y a des situations particulières, un surcroît d'activité, un collègue qui a besoin. Et bien, dans ce cas-là, si je vends à un collègue un produit, je vais être considéré comme producteur. Et dans ce cas, je dois adhérer à un éco-organisme au sens de l'arrêt PMCB. De la même manière, une entreprise de travaux qui importerait un produit de l'étranger, communauté européenne ou hors communauté européenne, je suis considéré comme producteur et donc doit adhérer à un éco-organisme. Donc pour les entreprises et artisans qui nous écoutent, il faut bien avoir ces 4 situations en tête. Et il est fort probable qu'on soit confronté à d'autres situations au fil de la mise en place du dispositif, parce qu'il est fort probable qu'on trouve des situations un peu particulières qui potentiellement vont nous amener à évoluer dans notre lecture, voire dans notre interprétation des textes réglementaires qui existent aujourd'hui. Bertrand, point d'attention juste par rapport au timing. Je sais bien. Mais je vais aller si vite parce que la suite, je pense qu'il y a pas mal de choses qui seront abordées par Valomat. Pour ce qui est des obligations des producteurs, donc il y a l'adhésion à un éco-organisme, bien sûr. À partir de ce moment-là, ils obtiendront, mais ça, je pense que ce sera dit par Valomat, un IDU, un numéro d'identifiant unique. Ensuite, ils déclareront les quantités mises sur le marché des différents produits et méthodes de construction qu'ils commercialisent. Et ensuite, ça c'est le point important, c'est la facturation de ces éco-contributions qui a été décalée au 1er mai 2023. Je parlais tout à l'heure d'une mise en œuvre opérationnelle officielle au 1er janvier, mais les éco-contributions, en toute logique, aujourd'hui, quand on achète un produit de construction, eh bien, on est censé ne pas être facturé par son distributeur ou son fabricant de cette éco-contribution qui sera effective au 1er mai 2023. Les conditions pour la reprise gratuite
Donc là aussi, il y a une notion importante qui a été… alors là, on ne va pas avoir le détail, mais ce n'est pas très grave. Du coup, on va passer. Vous l'aurez peut-être dans la présentation. Rim, il faudra qu'on regarde, parce qu'il devait y avoir une animation probablement dans la présentation, mais ce n'est pas très grave. D'accord. Simplement pour vous dire qu'il y a une notion importante qui a été mise en place, qui est la notion de progressivité. C'est-à-dire qu'au 1er mai 2023, ça va être en gros le T0 des différents services mis en place par les éco-organismes, à la fois considérant les modalités de la reprise gratuite, la reprise sans frais, qui du coup induit des modalités de tri un petit peu différentes. Et en fonction des niveaux de tri, la reprise sans frais sera un petit peu différente sur mai 2023. Il y a des échéances qui vont arriver en 2024, en 2025 et progressivement tout au long des prochaines années pour arriver à une situation, on va dire, assez complète, à la fois sur le tri, sur le maillage territorial, sur la prise en charge du transport, qui normalement devrait, Marie-Armelle Olivier, je pense, si je dis 2027, on devrait arriver à vitesse de croisière à peu près sur cette année-là, je pense, aux alentours de 2026-2027. Je vais donc passer pour dire qu'en 2023, que si tout se passe bien et que si on trouve un point de maillage agréé ou conventionné par un éco-organisme à proximité de ces chantiers et que l'on trie déjà correctement au moins les plastiques, les bois, les menuiseries vitrées, les métals et les matériaux métalliques et le plâtre, normalement, la reprise sans frais devrait pouvoir se faire dès 2023. Pour ce qui est des déchets inertes, il y aurait une prise en charge à 50%. Et là aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est uniquement du traitement et pas de la collecte. Et du coup, les services de collecte se mettront en place sur la prise en charge progressivement, encore une fois, avec un point de départ qui normalement devrait se faire en 2024. Je vais parler rapidement des éco-organismes. Donc, il y a effectivement la présentation d'un des 4 éco-organismes qui ont été agréés par les pouvoirs publics. Ce qui est important de savoir, c'est que, je vais y venir ici, voilà comment ça s'organise aujourd'hui. On a nos 2 grandes familles qu'on abordait tout à l'heure, avec les inertes d'un côté et les autres types de déchets de l'autre. Eh bien, on a des éco-organismes qui ont demandé à être agréés sur l'une ou l'autre des 2 familles, voire les 2. Et aujourd'hui, donc Valobat, qui est présent aujourd'hui, a été agréé sur les 2 catégories de produits et méthodes de construction qui font partie du périmètre. Tandis que Ecominero, lui, a été agréé sur la catégorie 1, donc les inertes, et puis Ecomaison et Valdelia sur la catégorie 2 uniquement. C'est-à-dire, globalement, là, vous avez la photo des 4 éco-organismes qui existent aujourd'hui et qui se sont positionnés sur l'une ou l'autre, voire l'une et l'autre des 2 grandes familles. Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est un élément important pour les entreprises de travaux, c'est que dès lors qu'il y a plus d'un éco-organisme qui est agréé dans le cadre d'un dispositif de REP, il y a une obligation qui est faite par les pouvoirs publics de mettre en place un organisme coordonnateur qui s'appellera organisme coordonnateur agréé pour le bâtiment, l'OCAB, et qui va avoir pour nous un avantage, c'est-à-dire d'harmoniser pour un certain nombre de sujets les règles opérationnelles. C'est-à-dire que pour nous, ça aurait été malheureux de se retrouver avec 4 règles du jeu différentes en matière de tri, par exemple. Ça aurait été assez malheureux. Et du coup, les règles de tri vont probablement remonter au niveau de l'OCAB
pour avoir des règles harmonisées. De la même manière, la cartographie du maillage territorial qui va couvrir l'ensemble du territoire national va remonter au niveau de l'OCAV. C'est-à-dire il y aura une sorte d'agrégation qui va être faite au niveau de l'organisme coordonnateur pour avoir une vision générale des points de collecte qui permet de déposer sans frais les déchets qu'on aura triés de la façon indiquée qui permettront donc cette reprise sans frais. Donc ça va remonter au niveau de l'OCAV. La traçabilité des déchets devrait être gérée aussi au niveau de l'OCAV. Donc il y a un certain nombre de règles opérationnelles qui vont s'appliquer aux entreprises, qui seront harmonisées. Et ça, c'est un point assez essentiel de notre point de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éco-organismes sont agréés pour 6 ans, que ces éco-organismes se voient imposer un certain nombre d'objectifs par les pouvoirs publics. Et du coup, il y a des comptes à rendre, c'est-à-dire que le fonds qui est collecté, il faut avoir ça aussi en tête, ce n'est pas un puits sans fond, c'est un fonds qui va être surveillé et qui est bien un fonds à destination de la filière pour être reversé au bénéfice de la filière et avec un certain nombre d'objectifs, à la fois en termes de taux de collecte, mais également en termes de valorisation, de recyclage, des différentes typologies de déchets qui vont être collectés. Également un point important, et qui est une notion dont on entend de plus en plus parler, un objectif en termes de réemploi. Voilà. Et ça, c'est pas neutre, puisque, encore une fois, à la fin de l'agrément, pour poursuivre, eh bien, il y a des comptes à rendre, et des comptes à rendre au niveau de l'administration qui veillera à ce que les objectifs soient atteints par les différents éco-organismes. Je vais passer vite sur les barèmes. Il y aura probablement un point qui va être évoqué par Valobat. Je vais juste m'arrêter sur un point. Ça me permettra aussi de passer un message. Les barèmes sont publics. Je le disais tout à l'heure. Globalement, on sait clairement pour tel type de produit combien vaut l'éco-contribution pour chaque éco-organisme. Chaque éco-organisme a son propre barème et le barème des éco-organismes est public normalement sur leur site internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce barème va évoluer sur les années à venir et que le montant de l'éco-contribution va être à mettre en regard des services mis à disposition. On a demandé de la progressivité, c'est-à-dire que dès le 1er mai 2023, on n'aura pas 100% des services. Et de ce fait, l'éco-contribution sera ajustée en fonction des services qui seront mis à disposition. Plus on aura de services, plus le montant de l'éco-contribution risque d'être élevé. Et ça, il faut avoir ça en tête. Et que globalement, vu que l'année 2023 va être une année de démarrage, on voit bien que les montants des éco-contributions pour les 4 éco-organismes sont des montants qui sont assez faibles. Et qu'on annonce d'ores et déjà pour 2024 une augmentation assez forte de ces éco-contributions. Et qu'il est important pour nous, entreprises de travaux, d'avoir connaissance de ces montants très en amont de leur application. On avait demandé un délai de 9 mois entre la publication des barèmes et leur application pour un élément assez simple, c'est que quand on signe un marché, que ce soit pour le marché du particulier, les marchés publics ou des marchés tertiaires, et peut-être même encore plus pour ce type de marché, quand on signe un marché, généralement, les travaux ne démarrent pas le lendemain. Et aujourd'hui, quand on signe un marché, les chantiers démarrent plusieurs mois après. Ça peut être 6 mois, 9 mois, et peut-être même
pour certains métiers, un peu plus. Et du coup, on s'était mis d'accord notamment avec les pouvoirs publics sur un délai de 9 mois entre la publication des barèmes et leur application pour éviter que cette éco-contribution soit à la charge de l'entreprise et qu'elle ne puisse pas l'intégrer en amont dans l'élaboration de leur devis. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, puisque si on a une augmentation ou une évolution des barèmes des 4 éco-organismes en 2024, cela sous-entend qu'il faudrait en avoir connaissance au 1er mars 2023. Voilà, on est le 7 mars. Donc ça, c'est un élément assez fondamental. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Pour autant, je serais peut-être amené à reprendre la parole au fil de... Tout de suite, Bertrand, tu peux reprendre tout de suite la parole parce qu'il y a énormément de questions sur le chat, ce qui est une très très bonne nouvelle. Donc en fait, je vais essayer de les relayer du mieux que je peux. Et bien sûr, aussi bien Marie-Armelle que Arnaud, vous pouvez aussi intervenir à votre tour pour épauler Bertrand face à cette première vague de questions. Alors, première question, elle vient de la part de monsieur Éric Binet de Vinci Construction. Le tri peut être amené à évoluer. C'est un propos que vous avez eu, Bertrand, pendant votre présentation. Et donc, M. Binet s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire que il y a des discussions aujourd'hui, c'est pour ça que c'est compliqué, qui sont en cours avec les différents acteurs. Et ça veut dire que ceux qui vont récupérer les déchets, je vais essayer de me positionner de ce point de vue pour répondre à la question, en vue de leur valorisation, de leur recyclage, doivent pouvoir massifier des déchets qui leur permettent de recycler et de valoriser. Et dans certaines situations, quand les déchets arrivent sur des plateformes de collecte, par exemple, eh bien, si on a ce qu'on pourrait qualifier des indésirables sur des déchets, par exemple, si on a des déchets inertes qui arrivent avec des indésirables, des bétons avec du plâtre sur ces bétons en quantité assez importante, eh bien, il sera probablement difficile, notamment du point de vue technique, quoique, mais surtout du point de vue économique, de s'engager vers la valorisation de ce type de déchets. Et du coup, il y a des discussions qui portent sur qu'est-ce qu'on appelle un déchet trié et à partir de quel moment on considère que selon les différents types de produits ou de déchets, qu'est-ce que l'on considère comme acceptable pour pouvoir déposer sans mettre en danger cette notion de recyclage, de valorisation, voire de réemploi, puisque je rappelle qu'il y a plusieurs objectifs qui sont imposés aux éco-organismes. Et globalement, c'est ce que l'on essaie de qualifier. Alors aujourd'hui, peut-être pour en dire un petit peu sur les discussions, côté des inertes, on est assez serein sur le fait que globalement, ce que l'on fait aujourd'hui sur les chantiers en termes de déchets inertes ne va pas trop changer, voire pas du tout. Et qu'on risque d'avoir une benne d'inerte classique et que cette benne d'inerte, et uniquement une seule benne d'inerte, va pouvoir bénéficier donc de cette reprise sans frais. Juste à titre d'exemple, il y a certains opérateurs qui pensaient qu'on allait pouvoir faire 6 bennes d'inerte pour séparer les bétons ferraillés, la céramique, etc., la brique. Ok. Voilà. Je pense que la réponse est beaucoup plus difficile sur les déchets de la catégorie 2. Les discussions sont beaucoup plus difficiles.
Plus difficile. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à des chantiers où on se retrouve avec avoir 25 bennes pour pouvoir bénéficier de la reprise sans frais. Ok, je pense que le message est clair. On essaie de passer à la question suivante. Christelle Julien de l'Alec Lyon. Est-ce que les déchets d'un chantier de construction d'un immeuble résidentiel d'un bailleur social sont concernés par la REP? Les travaux sont sous marché public, mais le bailleur social n'est pas une collectivité. Moi, je dirais que oui, il n'y a aucune raison pour laquelle le chantier ne serait pas concerné par la REP. Oui, mais je pense que cette question, elle est importante dans le sens où il y a beaucoup d'acteurs qui se posent la question de suis-je concerné par la REP? Là, en l'occurrence, c'est un maître d'ouvrage, un bailleur social qui se pose la question. Et je pense que la réponse, c'est oui, effectivement, tous les déchets de chantier, de toutes les typologies de chantier, de toute la typologie de maîtrise d'ouvrage sont concernés par la reprise des déchets triés dans le cadre de la REP PMCB. Alors, Anne-Laure Lamandé, je n'ai pas la structure, mais nous pose la question de est-ce que le seuil de 50 mètres cubes a été définitivement arrêté? Oui, pour le transport. Donc, effectivement, aujourd'hui, le 50 mètres cubes est définitivement arrêté d'un point de vue réglementaire. Pour autant, là aussi, je parle sous le couvert de Valobat, il y a une étude qui doit être lancée en 2023 pour évaluer, alors je vais le dire de cette manière, l'intelligence de ce 50 mètres cubes. Oui, qui va être… Je confirme, il y a effectivement une étude qui doit être menée pour la pertinence de ce volume. Sous l'égide de l'organisme de coordination. Exactement. Exactement, ok. Alors, Nicolas Rollin de AD1G, peut-on avoir des précisions sur la prise en charge des frais de transport? Il a été évoqué 80% des chantiers dans une slide précédente. Comment se fait le choix des chantiers sur lesquels il n'y a pas de frais de transport? Je gère en tant que maître d'œuvre des chantiers de déconstruction et j'aimerais y voir plus clair sur la manière de structurer nos marchés de travaux. Je peux répéter si j'ai été trop rapide. Là, c'est pareil. Cette prise en charge du transport, elle a fait l'objet de pas mal de débats. Le 80%, il a été fixé par les pouvoirs publics parce qu'a priori, en tous les cas, c'est l'interprétation, il émane d'une directive européenne qui impose la prise en charge du transport à hauteur de 80%. Que ce 80%, il va s'appliquer sur les chantiers justement qui vont générer plus de 50 mètres cubes de déchets. Donc ça, c'est le fameux seuil qu'on évoquait juste précédemment. Et donc, pour les chantiers dont les volumes sont inférieurs, la prise en charge du transport sera nulle. Et que cette prise en charge à 80% va être progressive, puisqu'il y aura une étape intermédiaire où le transport sera pris en charge à 50%. Et là, je parle sous le couvert de Marie-Armelle. Absolument. Et en vitesse de croisière, pour les chantiers de plus de 50 mètres cubes, on a une prise en charge du transport à hauteur de 80%. Pardon. Ok. Alors, Madame Élise de Prévy qui nous a posé la question à 2 reprises sur pourquoi les déchets du TP sont exclus. Cela veut dire qu'en tant que maître d'ouvrage, les collectivités paient l'éco-contribution inclus dans le coût des matériaux de construction, le traitement des déchets plus le traitement des déchets en fin de chantier. Quel est le raisonnement qui justifie cette exclusion? Vont-ils être intégrés à terme? C'est, je pense, la question de payer l'éco-contribution sur les matériaux destinés au bâtiment par rapport à ceux qui sont destinés aux travaux publics. L'éco-contribution, voilà, je pense que c'est ça le point. L'éco-contribution ne s'appliquera pas pour les matériaux qui vont sur des chantiers de travaux publics. Si jamais on achète des produits qui, entre guillemets, peuvent faire du B et du TP, normalement, ceux qui achètent pour le TP sur justificatif devraient pouvoir se faire rembourser, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Ah, oui. C'est la destination du béton qui fera effectivement l'éco-contribution ou non.
Donc, il y aura un vrai sujet de traçabilité. Absolument. Un vrai sujet de traçabilité. Toutes ces questions, comme l'a évoqué donc Bertrand tout à l'heure, vont être traitées aussi dans l'organisme de coordination. Avec la difficulté RIM, je me permets, et là, si je parle sous le couvert de Valobat, mais on sera sur du déclaratif. Hein. Oui. Alors, une question qui, je pense, adresse plus Marie-Armelle. Le déploiement dans les Outre-mer sera-t-il identique à celui dans l'Hexagone? Alors, a priori, oui. Il n'y a pas de raison qu'on fasse, comment dire, différemment. Je sais que l'OCAP travaille actuellement sur comment s'organiser. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas les 4 éco-organismes présents, mais peut-être qu'une répartition par territoire, mais globalement avec une offre qui sera ouverte et qui permettra de bénéficier des mêmes offres que sur la métropole. Après, la gouvernance de ces territoires, voilà, elle n'est pas encore fixée. Donc, on va voir, mais ça devrait être. L'information devrait être connue assez rapidement, en fait, hein, sur comment ça va se passer dans les DOMCOP. À savoir que les Outre-mer, il y a le texte qui les concerne, il y a la REP, le texte de la REP PLCB, mais aussi il y a des textes spécifiques qui concernent les Outre-mer dans le cadre des dispositifs d'IREP qui sont plus Oui, plus ne globaux. serait-ce que sur les soutiens, etc. Okay. Les choses ne sont pas forcément les mêmes, mais en tous les cas, l'OCAB travaille sur le sujet de comment mettre en œuvre la REP dans les Outre-mer. Voilà, ça, c'est une certitude. Alors, Arnaud Riguet qui nous pose 2 questions. La première, c'est comment savoir si mon fabricant paye bien l'éco-contribution? Et ensuite, question très pratique et à laquelle on appelle l'éclairage d'Arnaud. Comment va-t-on pouvoir trier sur les chantiers parisiens dont la capacité est toute juste d'une seule benne? Comment savoir si mon fabricant paye bien l'éco-contribution, pour commencer? Alors, votre fabricant, si il vous facture une éco-contribution, je suis tentée de dire que vous le saurez assez rapidement, hein, qu'il paye, qu'il a adhéré à un éco-organisme. Ensuite, s'il ne le fait pas, finalement, c'est pas de votre responsabilité non plus de savoir s'il a adhéré à un éco-organisme. C'est la responsabilité des éco-organismes, finalement, tous les cas, d'informer, d'aller au-devant des fabricants pour leur faire connaître leurs obligations. Et puis après, si effectivement les fabricants ne veulent pas se soumettre à leurs obligations, eh bien, il y a des procédures qui sont prévues par les textes. Voilà. Mais ce n'est pas de votre responsabilité en tant qu'entreprise de travaux de vous garantir que votre fabricant respecte bien ses obligations. Alors, sur la deuxième question. Je me permets, Rine, mais je crois qu'il y a une règle de bon usage qui a été actée par les éco-organismes de rendre visible l'éco-contribution sur la première mise en marché. C'est-à-dire quand on achète directement un produit auprès de son distributeur ou de son fabricant, en toute logique, elle apparaîtra sur la facture. Sur la facture, oui. Ouais. Je reviens sur la deuxième question et là, je vous invite tous les 3, s'il vous plaît, à prendre la parole sur cette question qui est déterminante, hein, parce que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, 80% des déchets du bâtiment font l'objet d'un enlèvement sur chantier et une partie pas négligeable est produite en zone urbaine dense. Donc, en fait, la question de Arnaud Riguet, c'est comment va-t-on pouvoir trier sur les chantiers parisiens dans la capacité tout juste d'une seule benne? C'est certainement un sujet de réflexion pour les éco-organismes. C'est un sujet de réflexion pour les gestionnaires de déchets et la Fédération française du bâtiment est certainement au courant de ce problème. Donc, je vous laisse prendre la parole à tour de rôle. Moi, je dirais que la réglementation aujourd'hui, elle dit finalement sur les emprises contraintes de chantier, si l'emprise est inférieure à 40 mètres carrés et donc ne permet pas effectivement l'installation
de bennes pour effectuer le tri. Dans ces cas-là, à partir de 2024, il y aura la possibilité de la benne conjointe qui permettra de mélanger des fractions de déchets qui ne se dégradent pas mélangées, c'est-à-dire le bois, les métaux et les plastiques. C'est la réponse aujourd'hui des textes, hein, puisque le soutien ne va pas au soutien en mélange sur les chantiers. Donc, à date, c'est en tous les cas ce qui est. Peut-être, je prends la suite, Marie-Armelle. Il appartient aussi à votre gestionnaire de déchets de vous proposer des solutions alternatives qui soient adaptées à ce manque d'espace. Et il en existe. Donc Marie-Armelle a évoqué la perspective de la benne conjointe, qui est une de ces solutions. Et il existe d'autres contenants qui permettent d'évacuer des flux triés dans des volumes moins importants et avec un niveau de granularité du tri plus élevé. Ces contenants, ça peut être des big bags. Il en existe de différentes tailles et de différentes charges utiles. Des big bags qui peuvent contenir des déchets très pondéreux et des big bags moins costauds pour les déchets moins pondéreux. Il existe aussi des bacs qui peuvent être utilisés sur vos chantiers, qui ont leurs contraintes de gestion logistique. Mais vraiment, le sujet, c'est êtes-vous en droit d'attendre comme solution de la part de votre partenaire de gestion de déchets s'il ne vous offre que la possibilité d'évacuer en benne, et bien dans certaines circonstances, il faudra certainement le challenger sur un autre type de contenant pour que vous parveniez à tirer pleinement profit du dispositif qui est en train de se déployer avec la REP. Oui. Donc en fait, je vais faire une réponse également qui sera peut-être un peu plus provocante. La REP n'a rien d'obligatoire. Hein. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas changer vos pratiques, bah vous ne changez pas vos pratiques, mais vous paierez. Et du coup, vous paierez peut-être 2 fois, du coup, en achetant les produits méthodes de construction. Et puis mais ceci dit, après, vous avez toujours la possibilité de facturer à vos clients vos déchets qui iront dans les circuits classiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc, si vous ne voulez pas changer vos pratiques, vous avez la possibilité de le faire, mais encore une fois, moyennant facturation en bonne et due forme à vos clients. Et ça reste malgré tout une possibilité sur des chantiers contraints. Et j'ajouterais que ne pas vouloir, c'est une chose, et ne pas pouvoir, c'en est une autre, parce qu'on sait que sur les chantiers, il est parfois impossible de consacrer suffisamment de ressources pour aboutir à un tri qui soit conforme aux attentes de la réglementation. Et ça, c'est ensuite l'équation budgétaire de l'entreprise de travaux. C'est à elle d'arbitrer entre le rapport coût-bénéfice. Effectivement, c'est important de dire que la REP et son utilisation n'a rien d'obligatoire, ce qui donne quand même à l'entreprise de bâtiment effectivement toute latitude pour faire ses arbitrages. Nous allons donc opérer une transition vers la présentation de Marie-Armelle. Il y a plusieurs questions qu'on n'a pas pu adresser, mais promis, on reviendra vers vous avec un document qui adressera toutes les questions récapitulatives. Effectivement, on ne relèvera pas les challenges de la REP PMCB demain avec les méthodologies d'hier. Il va falloir innover, comme vient de le préciser Arnaud. Cette innovation va être une innovation logistique,
de méthodologie, de traçabilité, etc. On n'organisera plus les chantiers comme par le passé et c'est ce qui nous permettra aussi demain de sortir des flux triés, repris gratuitement. Et la REP est aussi là pour booster toutes ces bonnes volontés. Marie-Armelle, à vous la parole. Merci Rim. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, je viens vous présenter l'offre Valobat sur les chantiers. Bertrand a évoqué finalement ce qu'était la REP et quels étaient les attendus de la REP. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes 4 éco-organismes et nous sommes 4 finalement à présenter des scénarios différents de comment on va opérer cette REP PMCB. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur finalement un éco-organisme à deux latitudes, il peut intervenir de façon opérationnelle sur les flux ou alors de manière financière. Valobat étant l'éco-organisme qui est agréé sur les deux catégories de déchets, l'inerte et les non-inertes, nous avons fait le choix, et vous le voyez sur ce schéma, en fait, d'être en financier sur les flux qui vont concerner, les inertes et les métaux, et être en mode opérationnel sur les autres flux du décret 7 flux, hors le carton. Donc, on va parler du bois, on va parler du plâtre, on va parler des menuiseries vitrées et des plastiques. Le schéma que je vous présente ici, c'est la retranscription des points de collecte qui doivent être mis en place, en tous les cas des canaux de collecte, qui doivent être mis en place par les éco-organismes. Vous voyez ici les points de reprise, que sont les déchetteries publiques, les distributeurs et les déchetteries professionnelles. Ces points de reprise seront donc répartis sur l'ensemble du territoire national et Drumcom. Ils permettront à tous les détenteurs de déchets qui généreront moins de 50 mètres cubes de déchets sur leur chantier, de pouvoir bénéficier de la reprise sans frais à partir du moment où ils acheminent leurs déchets vers ces points de reprise. Ça a été dit. Vous avez donc Valobat proposera à ces acteurs que sont les déchetteries publiques, les distributeurs et les déchetteries professionnelles un contrat type avec des barèmes de soutien à la reprise. Valobat proposera également un contrat aux entreprises de travaux installateurs qui souhaitent finalement opérer le tri sur leur entrepôt et donc ces entreprises qui vont générer suffisamment de volume au mois pour pouvoir assurer une rotation à minima par mois. Donc ça, ce sera des conditions qui seront effectivement décrites dans le contrat type qui sera mis prochainement à disposition. Voilà. Et donc ici, on est sur finalement 4 canaux de reprise qui vont concerner le détenteur qui va produire moins de 50 mètres cubes de déchets. Vous voyez que sur ces 4 canaux, Valobat est en mode opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Valobat a passé des marchés avec des titulaires, des gestionnaires de déchets et a sélectionné les titulaires dans leur capacité à pouvoir positionner des contenants sur les points de reprise qui signeront avec Valobat, de collecter ces contenants et de massifier ces contenants. Voilà, donc ça c'est le mode d'intervention opérationnelle de Valobat. Les marchés sont passés et les marchés sont terminés. Deuxième étape, une fois qu'on a finalement collecté les déchets, massifié les déchets sur les centres de massification, eh bien, chaque flux va suivre aussi, va être orienté chez un préparateur titulaire du marché Valobat. Ces préparateurs donc, ont répondu présents pour le bois, le plâtre, les laines, les menuiseries vitrées et les plastiques. Voilà. Qu'est-ce que ça permet finalement? Ça permet à un éco-organisme comme Valobat d'assurer la traçabilité du point de collecte finalement jusqu'à la mise en filière.
Concernant les inertes et les métaux, eh bien, là, Valobat n'est pas en mode opérationnel. Valobat va donc fixer un barème, va communiquer un barème de soutien à la reprise des inertes et des métaux et versera ces soutiens sur justificatif de la mise en filière. La mise en filière étant effectivement doit être cohérente avec la hiérarchie de mode de traitement, donc de plus favorable au moins, c'est-à-dire à la valorisation matière à minima. Voilà. Quand on passe du côté droit de ce slide, on passe sur le canal chantier. Et le canal chantier va correspondre à tous les détenteurs de déchets qui vont produire plus de 50 mètres cubes de déchets. Et là, je vais aller plus avant. Je reviens sur ce qui a déjà été évoqué, mais vraiment c'est important, il faut que chacun d'entre vous l'ait en tête. Effectivement, il y a un déploiement progressif de la filière en aval. Ça a beaucoup d'impact parce qu'effectivement, ça a l'impact, comme Bertrand l'a expliqué, sur le montant de l'éco-contribution de 2023. Et puis, ça a un impact parce que finalement, au démarrage de la filière, eh bien, tous les coûts ne sont pas pris en charge par les éco-organismes. Si je pars du bas vers le haut, on a une première finalement progressivité qui va concerner le traitement des inertes. Vous voyez qu'en 2023, il y a une réfaction de 50% sur le traitement des inertes. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chantier? Eh bien, ça veut dire qu'en 2023, restera à charge pour l'entreprise de travaux 50% des coûts de traitement des inertes. Ce que vous voyez, donc cette réfaction de 25% se réduit à 20% en 2024 pour une prise en charge à 100% dès 2025 du traitement des inertes sur quel que soit le canal chantier comme le canal point de reprise. Deuxième niveau de sujet de progressivité, ça concerne la prise en charge des coûts de transport, donc du chantier jusqu'au centre de massification. Vous voyez que la prise en charge des coûts de transport ne sera opérant qu'à partir de 2024. En 2023, pas de prise en charge des coûts de transport. Ces coûts de transport, donc 50% en 2024 et en 2026, la prise en charge sera à hauteur de 80% pour ne pas aller au-delà après 2027. Troisième sujet, on va parler des niveaux de tri qui sont pris en charge, effectivement, la collecte conjointe, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur une emprise une faible emprise, voilà, disponible. Et là, les textes partent sur une emprise inférieure à 40 mètres carrés. À partir du moment où l'emprise chantier ne permet pas de positionner suffisamment de bennes ou de contenants, pour reprendre aussi les propos d'Arnaud, parce qu'il ne faut pas que parler de bennes, mais on a bien une multitude de types de contenants que l'on peut opérer. En tous les cas, s'il s'agit de bennes et que l'emprise est inférieure à 40 mètres carrés, vous pouvez bénéficier à partir de 2024 d'une prise en charge de cette collecte conjointe qui va mixer le bois, les métaux et les plastiques. Vous voyez également qu'en 2025, on parle d'une prise en charge des autres flux PMCB résiduels. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui parce que finalement, la définition n'est pas encore très claire et ça va faire partie des travaux de l'OCAM en fait pour éclairer qu'est-ce que l'on entend par une prise en charge des autres flux PMCB résiduels, quel sera le cadre de cette prise en charge. Il y a encore des zones d'ombre sur ce sujet-là. Mais en 2025, il y a une nouvelle REP qui va voir le jour, qui est la REP emballage industriel et commerciaux, et donc qui va aussi concerner
beaucoup finalement vos chantiers et j'imagine qu'en 2025, on aura quand on parlait aussi d'évolution de tri, il y aura certainement des évolutions de tri qui sont liées finalement à l'apparition de cette nouvelle REP aussi emballage industriels et commerciaux. Ce que vous pouvez voir enfin en dernier levier de progressivité, c'est ce fameux maillage territorial qui concerne les points de reprise. Et ce maillage, eh bien, les éco-organismes ont une obligation de rendre 50% d'une copie effective en 2024 et à 100% fin 2026. Ce maillage, il n'est pas déterminé de manière unilatérale par les éco-organismes. C'est bien une discussion avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Déjà en premier lieu les régions, qui sont les organes, qui sont à la manœuvre sur la planification de la gestion des déchets sur le territoire, mais aussi c'est une intervention avec les fédérations professionnelles, FFB, CAPEB et autres, et les gestionnaires de déchets région par région. Donc ça, si c'est des sujets qui vous intéressent, vous sachez que il y a des interventions qui sont et des réunions de concertation qui sont d'ores et déjà planifiées sur certaines régions pour avancer sur ce maillage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le maillage, il y aura un seul maillage, enfin 2 maillages finalement. Il va y avoir un maillage qui va être à destination des professionnels et un maillage qui va être à destination des particuliers. Certains points de maillage vont être à destination des deux, etc. Mais bien évidemment, c'est pas chaque éco-organisme qui va proposer son maillage. Mais dans la granulométrie de ce maillage, vous allez aussi avoir des points de reprise qui ne seront pas des points de maillage. Quelle est la différence entre être un point de reprise et un point de maillage? Eh bien, un point de maillage est forcément un point de reprise, première condition, et le point de maillage offre forcément une reprise sur les 6 flux obligatoires, plus une zone de réemploi. Voilà. Mais je ne m'étale pas plus puisque on s'adresse aujourd'hui à des entreprises de travaux qui vont produire plus de 50 mètres cubes de déchets. Mais si vous avez d'autres questions, voilà, je pourrais y répondre. Donc voilà, ayez ce planning progressif parce que ça va avoir des impacts forcément sur vos budgets de déchets dès 2023. Voilà. Quelles sont les consignes de tri finalement attendues sur le périmètre chantier? Je vous disais, on va parler finalement en termes de flux objectivés. Bertrand a montré tout à l'heure que effectivement, le cahier des charges a rédigé des objectifs de valorisation. Effectivement, à la fin des 6 ans et même dès 2024, les éco-organismes vont devoir finalement exposer leurs résultats et les résultats doivent répondre positivement aux attendus de l'arrêté puisque si ce n'était pas le cas, il y a 2 raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas. Soit les objectifs n'étaient pas smart, ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi une étude, par exemple, sur le réemploi qui est en cours pour savoir de quoi on part, pour être sûr qu'on arrive bien au bon pourcentage. Mais voilà, donc ça fait aussi partie des études qui sont en cours. On doit arriver à ces objectifs de valorisation et on doit répondre présent. Mais on ne va pas répondre présent tout seul, donc on va répondre présent avec vous, les acteurs de cet écosystème déchets de chantier. Donc, les flux objectivés, dans un premier temps, vous voyez, on a l'inerte, le bois, les métaux, les plastiques, le plâtre, les menuiseries vitrées, la fameuse collecte conjointe possible sur une emprise inférieure à 40 mètres carrés. À partir de 2024. Mais les autres flux pour lesquels on n'a pas d'objectif, mais parce que les filières ne sont pas finalement en place aujourd'hui, mais ça va être notre rôle de les mettre en place, les autres flux soutenus seront les flux séparés de laine de verre, de laine de roche. Nous proposons, nous Valobat, la possibilité de finalement de ce flux qu'on a appelé un flux CSR, mais qui reste encore un peu à déterminer, mais qui permettrait le mélange de revêtement de sol hors PVC, les isolants PSE et les membranes bitumineuses.
la collecte des déchets dangereux avec EcoDDS, en partenariat avec EcoDDS sur les chantiers. Et vous voyez effectivement que, eh bien, finalement, le flux tout venant voilà, non trié reste à la charge du chantier et reste un flux payant. Donc, Valobat, comment Valobat va procéder de manière très pratico-pratique sur les chantiers? Valobat a fait le choix de ne pas intervenir au niveau du chantier, mais au niveau du gestionnaire de déchets. Donc, comment l'entreprise de travaux peut bénéficier de la reprise sans frais des déchets PMCB? Eh bien, il s'agira pour l'entreprise travaux de vérifier auprès de son gestionnaire de déchets qu'elle se soit bien fait référencer auprès de Valobat pour pouvoir bénéficier des soutiens sur tous les flux triés. Donc, voilà. Hein, donc, la contractualisation du gestionnaire de déchets avec Valobat va se faire à partir du 1er avril. Et ce n'est pas un 1er avril. On a vraiment l'intention, enfin, de faire paraître notre contrat et les barèmes de soutien fin de ce mois de mars. Donc, dès la fin du mois de mars, eh bien, le travail de Valobat va être de faire connaître ce contrat, d'échanger avec l'ensemble des gestionnaires de déchets. Les conditions pour finalement signer ce contrat, c'est simplement d'être dans les règles de l'ICPE et de prouver finalement de faire le travail correctement avec toutes les comment dire, les qualifications attendues de la profession et des DREAL. Donc, Valobat fait le choix de ne pas modifier les relations contractuelles entre l'entreprise de travaux et ses gestionnaires de déchets, et le soutien se fera auprès du gestionnaire de déchets. Comment ce référencement, donc, le contrat que l'on va proposer, on va proposer 2 types de barèmes de soutien. Vous vous souvenez qu'il y a un premier barème de soutien qui va concerner les inertes et les métaux, puisqu'on est sur une mode d'intervention financier. Donc, ça veut dire que on va proposer un soutien qui va jusqu'à la mise en filière. Donc, on demandera aux gestionnaires de déchets de nous justifier de la mise en filière de ces 2 flux pour pouvoir avoir les soutiens. Sur les autres flux PMCB, ce qu'on va appeler les flux opérationnels, donc le bois, le plâtre, les plastiques, les laines et autres, eh bien là, on va proposer des barèmes à la reprise. Qu'est-ce que veut dire la reprise? C'est quand le gestionnaire de déchets collecte et massifie les déchets PMCB sur son site par nature. Pourquoi nous proposons un soutien à la reprise uniquement? Eh bien, parce que finalement, le fait de se faire référencer chez Valobat sur ce canal chantier, ça implique que tous les flux qui auront été collectés et massifiés chez le gestionnaire de déchets ensuite seront orientés vers les préparateurs de Valobat, et donc le coût du transport du centre de massification jusqu'au site de massification est à la charge de Valobat, et que le coût de traitement de ces déchets sont aussi à la charge de Valobat. Voilà. On rappelle que les soutiens sont progressifs sur la collecte et sur le traitement des inertes, comme je l'ai dit précédemment. Quels sont les coûts qui restent à la charge de l'entreprise de travaux dans le schéma de Valobat? Eh bien, les conditions commerciales de la gestion des déchets sont établies entre l'entreprise de travaux et le gestionnaire de déchets. Le prix des prestations de collecte et de traitement des déchets triés PMCB tiendront compte du barème de soutien de Valobat. Il est à noter que les barèmes seront nationaux, sauf pour l'inerte où ils seront régionaux. En tous les cas, à date, c'est notre réflexion.
on n'est pas à l'abri que ça évolue, mais en tous les cas, la question avait été posée de savoir si ouais, on m'a pas posé la question là, mais ce matin, on m'a posé la question. Effectivement, les barèmes seront revus de toute façon annuellement. Donc, ça nous permettra aussi de s'adapter au marché. Les flux non triés ou déclassés et les coûts de collecte, donc tout ce qui n'est pas pris en charge lié à cette progressivité, eh bien, reste facturé par le gestionnaire de déchets à l'entreprise de travaux. Voilà. Il est de la responsabilité de l'entreprise de travaux que le flux annoncé trié arrive bien trié sur le centre de massification. S'il y a une réfaction, enfin un déclassement ou un surtri opéré sur la benne, eh bien ce surtri est facturé à l'entreprise de travaux par son gestionnaire de déchets. Donc il faut bien comprendre que nous, Valobat, nous n'intervenons pas dans cette caractérisation du flux sortant du chantier pour arriver jusqu'au site du gestionnaire de déchets. Nous avons créé pour assurer cette traçabilité et pour être sûr de sécuriser nos flux financiers, parce qu'on parle quand même d'une manne financière importante, nous avons créé un système que l'on appelle le SI Chantier, voilà les trois étapes, enfin les trois étapes voilà, essentielles qu'il faut retenir. C'est que la première étape, c'est que nous allons demander à l'entreprise de travaux de se créer un compte sur notre système d'information et de créer ses administrateurs, etc. Et cette entreprise de travaux, à chaque fois qu'elle aura un nouveau chantier et pour lequel elle souhaiterait pouvoir bénéficier de la reprise sans frais en accord avec son gestionnaire de déchets, eh bien, nous demanderons à l'entreprise de travaux de déclarer son chantier et de déclarer le gestionnaire de chantier de déchets qu'elle a désigné pour ce chantier. Alors, la fiche chantier, elle peut être séparée en lots, par flux, etc. Vous verrez, le système est très souple. Si le chantier concerne une opération supérieure à 1000 mètres carrés, nous demanderons le téléchargement du diagnostic PEMD. Voilà, ça sera une condition non négociable. À ce stade, en fait, le SI chantier va générer une clé d'identification du chantier et va transmettre cette clé au gestionnaire de déchets qui a été désigné par l'entreprise de travaux. Le gestionnaire de déchets recevra un mail en disant « Vous avez été désigné par l'entreprise de travaux X pour opérer sur le chantier situé à Arcueil. » Le gestionnaire de déchets va compléter la fiche chantier selon… Grosso modo, dites-vous que vous allez faire un SOGED. Effectivement, moi, je suis la société Endless et je vais sur ce chantier opérer des flux bois, plastique, inertes, etc., etc. Vous devrez identifier les centres de massification, si vous êtes bien le transporteur, sinon qui, et quel centre de massification vous avez sélectionné. Tout ça, c'est bien évidemment pour nous permettre, nous, Valobat, d'assurer et de sécuriser, en fait, que le versement des soutiens va bien au bon endroit et va bien au bon titulaire et qu'ils sont cohérents parce que c'est bien des flux qui ont été collectés du chantier, triés sur le chantier et collectés directement du chantier jusqu'au centre de massification. Voilà. La troisième étape, eh bien, finalement, quand le gestionnaire de déchets demandera les soutiens au nom du chantier, eh bien, nous aurons tous les justificatifs, les bons de pesée avec la clé unique qui nous permettra de tracer les flux et l'origine des flux. Voilà. J'espère avoir été suffisamment claire. Normalement, oui. Normalement, oui. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur ce système d'information, vous aurez la possibilité aussi, vous, entreprise de travaux, de déclarer votre maîtrise d'ouvrage que nous, dans ces cas-là, nous proposerons de créer aussi son compte pour avoir une visibilité panoramique de l'ensemble des opérations qui peut la concerner. Et
mensuellement, c'est un bilan sur les flux qui sont soutenus, donc un bilan en tonnes, un bilan financier et un bilan valorisation matière, etc., etc. Voilà, donc tout ce qui devrait satisfaire, en tous les cas, la profession. Voilà, ici, vous voyez le récapitulatif de ce que je vous ai dit. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps, si je le fais. Vous voyez, donc référencement du gestionnaire, Valobat va référencer. Ah oui, si c'est important. Valobat, donc, je vous disais, à partir du 1er avril, Valobat va aller vers les gestionnaires de déchets, proposer ce référencement et au fur et à mesure, on va agréger chaque titulaire partenaire de Valobat dans notre système d'information, ce qui veut dire qu'une entreprise de travaux, finalement, quand elle indiquera son code postal, eh bien, elle verra défiler l'ensemble des gestionnaires de déchets qui qui ont signé avec Valobat et qui opèrent sur le périmètre. Alors, soit elle a déjà travaillé avec son gestionnaire de déchets et elle sait qu'elle va le trouver dans la liste, soit sur un flux un peu particulier, elle n'a pas spécifiquement de gestionnaire de déchets, et bien Valobat sera en mesure de pouvoir lui proposer un acteur local sur les flux. Donc, ce référencement dès le début avril, création du compte MyValobat sur le SI chantier par l'entreprise de travaux, renseignement de la fiche chantier, désignation du gestionnaire de déchets, clé unique générée par le système. La clé unique donc, permet au gestionnaire de déchets de compléter la fiche chantier et à partir de là, on est dans le démarrage du chantier. Alors, je ne vous dis pas qu'au 1er mai, les choses vont se passer de manière aussi clinquante et aussi efficace. Hein. Au 1er mai, on va commencer, on aura des audits, il faudra que nous, on vérifie que effectivement le chantier est bien éligible, il va bien produire plus de 50 mètres cubes, etc. de déchets. Donc, au démarrage, on va avoir un démarrage un peu poussif, il faut être clair et honnête, mais voilà, mais on vous accompagnera au mieux et on sera vraiment au top de notre forme, certainement à la rentrée de septembre, octobre, sur le dernier trimestre de 2023. Voilà. Voilà. Ok. Alors, voilà, juste pour vous dire qu'on a une organisation régionale. Donc ici, moi, je suis en charge de l'Île-de-France et de la Normandie et vous avez mes collègues sur les autres régions. Voilà, merci. Merci à vous, Marie-Armelle, pour cette présentation très claire. J'ai essayé d'interrompre à plusieurs reprises parce qu'en fait, jusque-là, on avait 2 questions et là, d'un coup, ça s'est accéléré à la fin et il y a plusieurs questions auxquelles il va falloir répondre de manière efficace et concise. Bien évidemment. Voilà, donc, Madame Catherine Billet de JPC Partners, à partir de quand Valobat fera des contrats types avec les déchetteries? Ah, donc là, on est plus sur le chantier. Oui, donc, il y a des questions sur les 2 sujets. On est sur les déchetteries. En fait, la contractualisation là, a été en cours hein, déjà depuis février. Là, elle a été interrompue puisque vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne le savez pas, donc je vous annonce. Il y a eu un arrêté effectivement produit qui somme les éco-organismes de mettre en place un certain nombre de points de reprise mois par mois. Il faut que nous, on s'organise, tous les éco-organismes, et du coup, cette contractualisation, elle va revenir effective incessamment sous peu, je pense, hein, d'ici à la fin du mois de mars. Mais de toute façon, si vous allez sur le site Valobat, vous avez toutes les informations relatives à ce qu'est le contrat déchetterie professionnelle et de la manière dont on soutient les déchetteries professionnelles chez Valobat. Voilà. Donc, alors, question de Laurent. N'hésitez à me contacter par la suite si besoin. Ouais. Question de Laurent Leustic de Aqua. En lot séparé, chaque entreprise devra créer un compte, point d'interrogation, ou une gestion pour le compte prorata sera possible? Oui, absolument. Une gestion en compte prorata sera possible. Oui. D'accord, parfait. Aline Duprier de Origé Société, si j'ai bien compris, le fonctionnement de Valobat lui est propre. Est-il susceptible de changer avec l'intervention de l'organisme de coordination ou bien chaque organisme fonctionnera-t-il indépendamment?
Alors, excellente question. En fait, l'OCAB n'a pas vocation à régenter la manière dont les éco-organismes vont intervenir. L'OCAB va travailler sur les sujets finalement transversaux et qui vont concerner l'ensemble des éco-organismes. Bertrand parlait des standards de tri. Ah, ça, c'est un sujet sur lequel l'OCAB actuellement travaille d'arrache-pied, d'ailleurs avec la FFB. La FFB travaille sur ce sujet-là parce que il est important que finalement, quel que soit le détenteur, quel que soit l'éco-organisme auquel il va en fonction des régions, il peut ne pas s'adresser au même éco-organisme, mais il faut quand même que ces standards de tri soient conformes, que je sois à Marseille ou que je sois à Lille. Il faut que quand on dit que le plâtre doit avoir telle caractéristique, eh bien, ça soit la même, quelle que soit la région. Donc, l'OCAB, on parlait aussi de est-ce que 50 mètres cubes, c'est la juste mesure pour commencer à prendre en charge la collecte sur les chantiers? Eh bien, ça fait partie des études que l'OCAB va mener parce que c'est un intérêt qui concerne l'ensemble des éco-organismes. Donc, la proposition que vous fait aujourd'hui Valobat sur son mode d'intervention est propre à Valobat et a priori, elle évoluera si l'intelligence collective nous fait dire qu'il faut qu'elle évolue. Mais partez du principe que, en tous les cas, en 2023, c'est comme ça qu'on va fonctionner et en 2024 également. Et en 2024, on a finalement une première étape de est-ce qu'on atteint nos objectifs de valorisation. Peut-être que si on a du mal à les atteindre, peut-être que c'est là où il faudra qu'on revoie notre mode d'intervention. Voilà. Alors, je vais prendre les 3 dernières questions. On va essayer d'y répondre de manière très rapide. Sébastien Cornu de Tercel, l'entreprise de travaux pourra-t-elle déléguer au gestionnaire de déchets la création du numéro de chantier, surtout s'il s'agit de filiales? Oui. D'accord. Oui. Il s'agira simplement que l'arborescence, elle soit claire en fait, entre qui doit être administrateur, qui doit avoir les soutiens, l'entreprise de travaux, pas sur le gestionnaire de déchets. Non, l'entreprise de travaux pourra-t-elle déléguer au gestionnaire de déchets la création du numéro de chantier? En fait, le numéro de chantier, c'est nous qui allons vous le procurer. Donc, l'entreprise de travaux, si elle souhaite que la fiche chantier soit initiée par le gestionnaire de déchets, on l'a pas forcément vu comme ça. Est-ce que c'est gênant ou pas? J'en sais rien. V1, on va dire que non, puis V2 peut-être. On verra. Voilà, d'accord. Comment la maîtrise d'ouvrage, une question de Nicolas Rollin de AD-AG, comment la maîtrise d'ouvrage sera-t-elle si Valobat a participé au financement du traitement des déchets? Et si oui, à quelle hauteur, sachant que cette maîtrise d'ouvrage l'aura déjà payé dans le cadre de la passation de son marché? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'entreprise de travaux pourra indiquer qui est sa maîtrise d'ouvrage, donner un contact et cette maîtrise d'ouvrage-là, donc ça sera en saison 2, pas en mai, mais très rapidement, en fait, on accompagnera les maîtrises d'ouvrage à créer leur compte sur MyValobat pour avoir, en fait, une vision globale de tous les chantiers qui pourraient la concerner et elle aura mois par mois l'ensemble des soutiens financiers versés au GDD relatif au chantier qui la concerne. D'accord. Et dernière question, Arnaud Riguet, je suis sous-traitant pour des entreprises générales, du coup, qui fait le référencement? Sous-traitant, donc gestionnaire de déchets. Il est sous-traitant des entreprises, oui. Alors, il n'y a pas l'entreprise de travaux, elle n'a pas à se référencer chez Valobat. L'entreprise de travaux, elle s'inscrit une fois et c'est tout. Donc, qui fait le c'est pas contractuel en fait. Le lien entre l'entreprise de travaux et Valobat n'est pas contractuel, contrairement au lien entre le gestionnaire de déchets et Valobat. Donc, si le sous-traitant veut répondre à la place de l'entreprise de travaux, veut s'identifier à la place de l'entreprise de travaux, eh bien, c'est ce sous-traitant qui déclarera le gestionnaire de déchets qui va travailler sur son chantier. D'accord. Si je peux me permettre, c'est une question qui est, je pense, une question d'ordre juridique. C'est peut-être aussi contractuellement, qu'est-ce qui lie l'entreprise principale et l'entreprise sous-traitante?
Parce que si contractuellement l'entreprise principale dit que la gestion des déchets doit être gérée par l'entreprise sous-traitante, dans ce cas-là, a priori, ce serait l'entreprise sous-traitante Oui, de bah, qui vous avez. compte et pas l'entreprise générale. Non, c'est ça. Voilà, donc je pense que c'est contractuellement. Moi, c'est une question que je vais noter à titre personnel pour la regarder au sein de ma structure. Donc, Ok. merci pour la question. Je la note aussi. Voilà, en tous les cas, tout ça prouve que voilà, on a besoin de clarifier des choses, on a besoin d'échanger, on a besoin de phosphorer encore sur le déploiement de cette filière et qu'on n'est pas au bout des questions. Et merci encore à Marie-Armelle pour votre intervention. Merci à vous. Et la parole du coup à Arnaud qui va Rangier, président de la société Endless, qui va donc nous présenter comment nous, les gestionnaires de déchets, on va être un acteur clé demain dans le cadre de la REP PMCB et apporteur de solutions. Merci beaucoup Rim, merci à tous. Je me régale depuis le début du webinaire par les interventions et surtout par les questions. Comme vous disiez Rim, on voit que le sujet fait cogiter les cerveaux. Vous avez compris, dans tout ce contexte, il y a un triptyque. L'entreprise de travaux, le gestionnaire de travaux et le reste de la filière, les éco-organismes. Bon, on va vous éclairer un petit peu à travers le prisme Endless pour vous dire un petit peu plus en détail ce que c'est un gestionnaire de déchets et surtout ce que vous êtes en droit d'attendre de lui dans tout ce contexte. Mais avant tout ça, je vous donne un petit aperçu rapide de qui est Endless. Donc c'est un groupe qui opère la collecte et la gestion de déchets en bennes et en big bag sur vos chantiers comme à vos dépôts. C'est un groupe qui existe maintenant depuis 2011, qui exploite sa propre flotte de camions propres, puisque près de 90% de la flotte maintenant tourne au gaz. Et c'est un groupe qui exploite ses propres centres de tri en Île-de-France. Nous avons la particularité d'asseoir notre logistique sur une tech algorithmique qui nous permet de construire des itinéraires optimisés pour les parcours de nos camions et qui nous permet aussi de mutualiser les flux de différents chantiers dans la perspective de parcourir les distances les plus courtes possibles pour effectuer les tournées dans une stratégie de décarbonation et d'économie. Et puis le dernier maillon de cette chaîne, c'est la traçabilité et le tri des déchets, puisqu'une fois que vos déchets sont collectés sur les chantiers et ils sont acheminés en centre de tri, où là on opère du matériel industriel pour extraire des déchets qui ont été produits le maximum de matières valorisables. On a recours au tri, on a recours au surtri. Et notre engagement, c'est de vous garantir la traçabilité et la gestion réglementaire des déchets que vous nous confiez. Donc vous avez compris que le rôle du gestionnaire de déchets, c'est celui d'un trait d'union entre les entreprises de travaux et la valorisation des déchets. Le gestionnaire de déchets, il existait avant que la REP n'entre en fonction et il existera après, soit dans le cadre qui vous a été présenté juste avant par les précédents intervenants, soit dans le cadre que vous connaissez déjà, qui ne donnera pas nécessairement accès à la gratuité, mais qui restera opérant. Donc le champ d'action du gestionnaire de déchets, c'est dans un premier temps un champ d'action logistique, chantier notamment.
Vous êtes en droit d'attendre d'un gestionnaire de déchets une expertise sur l'évaluation des déchets sur le chantier et un certain conseil sur le phasage des évacuations. Vous êtes en droit aussi d'attendre de lui des solutions face aux différents chantiers auxquels vous êtes exposés, avec des solutions qui vous permettent de pallier aux problématiques de place, qui vous permettent d'aboutir à des contenants adaptés, qui vous permettent de juguler les débits, de gérer au mieux les problématiques de stationnement et d'autorisation administrative, de gérer au mieux les zones qui sont disponibles pour que votre chantier puisse fonctionner. Une fois que ce premier sujet logistique est géré, alors vient la question du transport. Et là, vous êtes en droit d'attendre un service de collecte et de transport qui soit conforme à la réglementation. On n'en a pas parlé, mais en parallèle de la mutation qui est en cours sous l'impulsion de la création de la REP, il y a aussi d'autres contraintes qui viennent s'imposer à vous, comme les zones à faible émission dans les grandes agglomérations. Voilà. Ça, c'est une problématique de votre gestionnaire de déchets. Il doit être en mesure de vous proposer un service qui soit en conformité avec ces nouvelles contraintes. Et puis, le dernier champ d'action, c'est le tri, évidemment, et la traçabilité. Permettre le tri, garantir la traçabilité et assurer la traçabilité de la matière du chantier au moment où vous l'avez extraite jusqu'à sa revalorisation. Donc, on a essayé de sélectionner parmi tous les chantiers que nous avons effectués récemment, quelques chantiers qui, il y a quelques mois, nous paraissaient être des chantiers avant-gardistes et qui, très probablement, vont devenir, dans quelques mois ou dans les prochaines années, des chantiers types. Des chantiers sur lesquels vous allez pouvoir tester l'organisation de vos gestionnaires de chantier et puis tester aussi votre propre organisation du tri sur chantier. Donc, on a sélectionné un premier chantier qu'on a effectué pour le compte de Chanel, Place Vendôme, en 2021. C'est un chantier en flux trié et en milieu contraint, qui avait la particularité d'aller chercher le label Green Building, la certification LEED, ça doit résonner dans la tête de certains. C'est un curage dans un environnement exigeant, où on avait peu d'espace et un voisinage de prestige, et une obligation liée au label et aux certifications d'évacuer les déchets en flux trié. Donc, ont été identifiés 9 flux: l'asphalte, carton-papier, plâtre, bois, métaux, maçonnerie, plastique, verre et revêtement de sol. Le dispositif qu'on a mis en place pour répondre à l'ensemble des contraintes, c'était l'utilisation des big bags pour les 9 flux, avec une signalétique sur chantier par type de déchets. Et on a opéré, pour juguler le flux, des collectes quotidiennes allant de 5 à 20 mètres cubes, avec, grâce au matériel qu'on a déployé, une pesée unitaire des big bags au départ du chantier, rattachée à la nature des flux. Donc, en quelques images, donc vous avez sur la gauche quelques images des emplacements qui avaient été mis en place pour la collecte de flux séparés. Au milieu, les bonshommes en jaune étaient là pour aider les compagnons à bien mettre les déchets dans les bonnes alvéoles qui avaient été créées avec des contenants vides, en l'occurrence le big bag. Et à droite, vous avez en image le camion de grue de collecte qui effectuait les enlèvements
des big bags une fois remplis. On a sélectionné un autre type de chantier, là aussi en agglomération, qui avait son lot de contraintes et auquel on sera probablement exposé de plus en plus à l'avenir. C'est un type de chantier qui s'appelle les chantiers R et qui se sont tenus à Lyon de septembre 2021 à décembre 2022. Où là, on a mené une expérimentation aux côtés de Serfim Recyclage, un recycleur local, et Tremplin Bâtiment, une entreprise de rénovation de la région. C'est une expérimentation qui a porté sur une dizaine de chantiers avec un objectif de valorisation à 90% des déchets de seconde œuvre, en favorisant le tri à la source et l'inclusion professionnelle. Donc, il y a 7 flux qui étaient collectés, du bois, des gravats, déchets inertes, ferraille, carton, plastique rigide, plâtre et DIB. On a opéré les collectes et le transport des déchets triés conditionnés en big bag, abouti à une collecte de 344 tonnes de déchets triés. Grâce à Tremplin Bâtiment, on a réussi à déployer 1307 heures d'insertion. Et ça, c'est le mérite leur revient totalement. On a atteint les objectifs de taux de valorisation et on a vu émerger pendant cette expérimentation le métier d'agent valoriste qui correspond au métier de flécheur sur site pour aider les compagnons à ne pas mélanger les mauvaises fractions entre elles. Un dernier chantier, non, c'est un avant-dernier chantier qui a été sélectionné et là qui vous permet de voir que sur un même chantier, on peut agir en mode multi-contenant. Comme on disait tout à l'heure, il y a des contraintes d'espace, mais il y a aussi des contraintes de volume. Certaines fractions de déchets qu'on sort en très grande quantité et d'autres en quantité plus modeste. Et c'est en mode multi-contenant qu'on a opéré pour le compte d'Agence.p en 2022, dans un contexte de rénovation d'agence avec la volonté d'évacuer des flux triés pour maximiser à la fois le réemploi, le recyclage et la valorisation. Donc on a d'abord travaillé en amont avec l'agence sur les évaluations des volumes et le recensement des matières réemployables et valorisables avec l'aide d'une application qui a été développée par un confrère GDD qui s'appelle Batirim. On a mis en place un plan de contenant par flux adapté aux quantités qui avaient été préalablement mesurées. Donc on a déployé à la fois des bennes et des big bags. Là aussi, on a mis en place un accompagnement du personnel de curage aux pratiques de tri pour éviter les déclassements. Et on a réussi à aboutir à un taux de valorisation supérieur à 80%. Donc le dispositif qui a été déployé, c'était des bennes de 15 mètres cubes de plâtre, de 8 mètres cubes pour bois PVC sanitaire, de 8 mètres cubes pour les bennes et le verre et les ferrailles, et les big bags pour le tout venant résiduel. En dernier chantier illustratif, on a sélectionné un chantier qu'on vient de faire à la maison de la radio à Paris, qui présentait la contrainte d'être une intervention en site occupé par les salariés qui doivent maintenir leur activité au quotidien, avec un espace contraint et l'impossibilité technique de recourir aux bennes, et avec une nécessité de gestion sécurisée des flux de piétons dans l'édifice, puisque pendant que les compagnons évacuaient les déchets, eh bien, il y avait toujours du monde à la maison de la radio pour préparer la diffusion des émissions, etc. Là aussi, on a travaillé sur l'évaluation des volumes et le recensement des matières valorisables aux côtés de l'entreprise de travaux. On a procédé à des évacuations quasi quotidiennes de 25 mètres cubes tous les matins à heure fixe, en l'occurrence 5 heures. Tous les flux de déchets ont été apportés sur notre site de Bièvre pour y être triés ou surtriés. On a collecté sur ce chantier 3 types de flux différents: de l'isolant, laine de roche, des placos et du déchet en mélange. Le but du jeu, quand on a sélectionné ces chantiers,
c'est pas de vous montrer les exploits formidables que réalise le groupe NS, etc. C'était pas le propos. Le propos, c'était surtout qu'on puisse se dire, nous tous autour de la table, que demain, c'est comme ça que les choses vont de plus en plus se faire et qu'il est impératif que les GTD auxquels vous allez recourir vous proposent ces solutions qui existent pour vous aider dans votre quotidien de production et qui vous aident aussi à tirer le meilleur profit du dispositif qui est mis en place dans le cadre de la REP et donc de la gratuité de la reprise des déchets que vous aurez eu peut-être tant de mal à trier. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Sinon, je laisse la parole à Rim pour terminer. Je reprends la parole et on attend vos questions. Évidemment, là, il s'agissait, comme l'a si bien décrit Arnaud, d'illustrer comment le gestionnaire de déchets demain va être votre allié dans le cadre de la REP. Alors, on a une question, mais qui ne concerne pas la présentation, directement la présentation des cas qu'a présenté Arnaud, plus sur le statut d'adhérent et de metteur en marché. C'est Arnaud Riguet, encore une fois. J'ai compris que si un fabricant étranger n'adhérait pas à un éco-organisme, de fait, l'entreprise utilisatrice devenait productrice de déchets et donc devait adhérer elle-même. Est-ce bien le cas ? Écoutez, si l'entreprise importe sur le territoire français, oui, c'était elle qui doit effectivement adhérer et payer l'éco-contribution sur les produits qu'elle importe. C'est la même lecture. Ok, parfait. Alors, Laurent Léostic, la prestation du GDD sur chantier pour l'encadrement du tri est-elle prise en charge financièrement dans le cadre de la REP ? Non. La prise en charge intervient sur les flux massifiés la prise en charge commence à la collecte, dès qu'on enlève le contenant du chantier trié sur le site, jusqu'au site de massification. Donc, il n'y a pas de soutien au tri in situ. Par contre, Marie-Armelle, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que les éco-organismes disposent ont prévu un budget lié à la communication et qui peut-être sera utilisé pour l'éducation et la transmission des bonnes informations et des bonnes consignes de tri aux compagnons, n'est-ce pas ? Oui, vous avez complètement raison. En fait, sur un éco-organisme, sur son chiffre d'affaires, 90% du chiffre d'affaires donc est dévolu à la collecte et à la valorisation des déchets triés PMCB, et 10%, on va mettre 2 à 4%, sont dévolus à la communication et à la pédagogie. Donc, effectivement, ça fera partie des axes d'accompagnement sur les chantiers, bien évidemment. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire et sur lequel on a largement débordé et pourtant vous êtes encore avec nous, ce qui est formidable. Vous étiez au pic le plus haut, 85 participants, vous êtes encore une cinquantaine présents avec nous, c'est fantastique. Merci, un grand merci à nos 3 intervenants, Bertrand Hannedouche, la FFP, Marie-Armelle Olivier de Valobat, Arnaud Ranger d'Endless. Un grand merci à vous et pour la qualité des présentations, la qualité des réponses. Comme promis, il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas pu adresser. Vous allez certainement recevoir donc un document écrit convenu avec les intervenants. Le webinaire est enregistré et sera possible d'y accéder en replay. Certains nous ont demandé les présentations. Du coup, je vous pose la question en live. Bertrand, Marie-Armelle, voyez-vous un inconvénient à ce qu'on transmette les présentations ? Pas du tout. Volontiers, parfait. pas de souci. Du coup, on vous transmettra aussi les présentations. Un grand merci et je passe la parole à Arnaud pour un mot de la fin.
Merci Rim, Bertrand, Marie-Armelle, ça aura été un plaisir d'échanger avec vous. Merci infiniment à tous les participants pour la pertinence de vos questions. Ce webinaire, c'est le premier d'une longue série que nous allons poursuivre parce que les choses évoluent à toute vitesse et de manière régulière. Marie-Armelle et Bertrand auront certainement dans quelques semaines de nouvelles choses à nous raconter. En tout cas, merci infiniment à tous pour vos contributions et à très bientôt pour le prochain webinaire. Oui, juste un tout petit mot, un grand merci à l'équipe marketing, bravo à Alexandre Coury, Emeline Gaillet et à Sébastien. Voilà, un grand merci pour la qualité de tout le design et de tout ce qui a été fait. Bravo. On ne les voit pas, mais ils sont là. Voilà. Merci, au revoir à tous. Merci à tous. Merci à vous, merci pour votre accueil. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.